C'est un violeur et un tueur de petites filles, de jeunes filles. Il a commis des actes absolument atroces. Et ensuite, quelques décennies plus tard, on le retrouve chez Nagui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Daniel Zaguri, qui est expert en criminologie auprès de la Cour d'appel de Paris. Il est aussi psychiatre, notamment sur la psychopathologie. Il va nous expliquer tout ça sur les psychopathes. Il travaillait en hôpital psychiatrique et après, il a été appelé pour rencontrer et dresser les portraits psychologiques, notamment de tueurs en série, de serial killers, comme fournirait par exemple Guy Georges ou Le Grêlé, pour lequel il vient raconter une histoire. Il va nous expliquer ses rencontres, comment ça s'est passé, en tête-à-tête avec ces gens-là. En tout cas, merci de nous écouter de plus en plus nombreux sur les podcasts audio, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. Merci d'être là en masse. On est le premier podcast de France au jour du tournage. Donc, continuez de venir nous retrouver là-bas si vous êtes en train de courir, en train de faire du sport, en voiture, en moto. Vous pouvez nous écouter dans le lit aussi le soir en podcast audio. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et sur Légende, sur la chaîne YouTube. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux et de liker la vidéo. Ça nous aide beaucoup. Et c'est parti avec Daniel Zaguri sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Daniel Zaguri, je suis psychiatre des hôpitaux honoraires et j'ai consacré une partie de mon parcours à travailler avec la justice sur les affaires criminelles. Eh ben, vous allez nous raconter, bienvenue. Merci Daniel. Hop, je reprends le clap. Bienvenue. Alors vous êtes psychiatre, on est expert en criminologie aussi, on va en parler auprès de la Cour d'appel de Paris. Vous avez bossé en hôpital psychiatrique, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé chez nous encore sur Légende. Donc c'est super intéressant, vous allez voir. Vous venez à l'occasion d'une série, docu-fiction, donc c'est vous qui êtes à l'image, avec en même temps des extraits, des archives, des explications sur un serial killer qu'on surnommait le Grêlé. C'est assez fou, vous avez rencontré beaucoup de serial killers dans votre vie. Je sais que vous dites à chaque fois, c'est pas ce qui caractérise mon parcours, mais c'est quand même hyper intéressant. Vous avez rencontré, on va en parler après, Michel Fourniret, Guy Georges, des terroristes, Patrice Allègre. Vous avez vraiment été face à tous ces gens un peu particuliers. Pour essayer de quoi d'ailleurs? Pour essayer de comprendre quoi? Je suis psychiatre. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans les hôpitaux, toujours le même d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, à Villévrard. Et ma vraie passion, fondamentalement, c'est la clinique psychiatrique. Et j'ai fait un peu par hasard des expertises parce que j'avais travaillé en prison après mon internat. Et ça m'a passionné parce que ça m'ouvrait la voie de quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et en plus, avec cette dimension, si vous voulez, de dialogue avec la société, c'est-à-dire d'essayer de rendre compte de ma spécialité à des gens qui sont soit des magistrats, soit des jurés populaires, soit des avocats, mais bon, qui ne sont pas des professionnels de la psychiatrie. Et donc, dans le cours de mon cursus, j'ai rencontré un puis deux tueurs en série. Je m'y suis intéressé, j'ai fait des publications. Donc les magistrats m'ont donné des affaires quand il y avait une histoire de tueur en série ou une suspicion. Et là, on a amené l'autre finalement, en fait. Exactement. C'est pour ça que j'ai été effectivement étiqueté le psychiatre des tueurs en série, ce qui évidemment ne résume pas mon parcours, mais j'en ai vu, on va dire, une douzaine, ce qui est beaucoup à l'échelle d'un pays comme la France, mais qui en même temps est très peu par rapport à l'ensemble des affaires que j'ai eu à traiter. Je vous mets le lien en cliquable si jamais ça vous intéresse, que vous soyez sur YouTube ou en podcast audio dans la description de la vidéo. Voilà, ça marche même sur Spotify, partout. Je vous mets le lien, comme ça vous pourrez voir en replay les vidéos sur France.tv. Il y a 4 épisodes auxquels vous avez participé. Juste pour comprendre votre parcours, on va parler des hôpitaux psychiatriques, justement des cliniques. Est-ce que vous avez vu pourquoi? Vous allez nous expliquer la différence entre les différentes pathologies, voilà, comment ça se caractérise. C'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? Je pense que pour plein de gens, on ne fait pas la différence. Oui, alors le psychiatre, c'est un médecin
Vous Il êtes a fait psychiatre? des études de médecine, voilà, jusqu'au bout. Après, il a fait une spécialité, comme d'autres font, la dermatologie, l'ophtalmologie, la cardiologie. Lui, il fait psychiatrie. Et donc, c'est une spécialité médicale. Le psychologue, lui, n'est pas médecin. Il peut avoir une formation, dans les meilleurs cas, très, très complète, mais qui ne part pas de l'expérience du corps malade. Est-ce que tout le monde peut avoir des troubles psychiatriques ou ça peut être ancré au départ? On considère qu'une personne sur 4 ou une personne sur 5 aura dans sa vie un épisode psychiatrique. Je dis bien un épisode psychiatrique. Est-ce que tout le monde a des failles, tout le monde a des fragilités, mais tout le monde n'a pas un trouble de l'humeur ou une pathologie schizophrénique. Donc il faut quand même bien clarifier les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de l'humeur? On va parler des différentes maladies psychiatriques qui existent. Il y a la schizophrénie, pour donner quelques exemples. Les délires chroniques, la paranoïa, etc. On va y revenir. Les anomalies neurodéveloppementales, donc ça c'est l'autisme par exemple, etc. Et les troubles de l'humeur. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de l'humeur? C'est juste quelqu'un qui est lunatique? Un trouble de l'humeur, ça va au-delà de la variabilité de l'humeur de base et des émotions. C'est pas quelqu'un qui est lunatique, c'est malheureusement quelqu'un qui traverse des épisodes dépressifs parfois très graves, très lourds, très invalidants, et dans d'autres cas où ce sont les mêmes alternativement qui font ce qu'on appelle des troubles d'excitation, ce qu'on appelle des pathologies maniaques dans lesquelles le sujet est désinhibé, ne dort plus, est volubile, logoréique et ne contrôle plus ses actes. Est-ce que vous êtes déjà trompé? Est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière de mal voir quelque chose chez un patient? Et si je vous disais que je me suis trompé, vous allez dire, vous voyez, ce type est incompétent. Non, tout le monde se trompe dans la vie. Je ne sais pas si je me suis trompé. Je me suis certainement trompé, mais je me suis surtout posé la question très souvent de savoir si je m'étais trompé. Par exemple, je me souviens très bien que quand j'étais interne, j'avais été voir mon patron de l'époque, absolument comme ça, défait, parce qu'un de mes patients s'était suicidé. C'est terrible, vous savez, et en me demandant si j'avais pas commis une faute médicale, si j'étais pas passé à côté de quelque chose. Et donc, et je lui ai dit, j'ai rien vu, j'ai été mauvais, bon. Donc j'ai battu ma culpe et mon patron m'a dit, et ça m'a fait beaucoup de bien, il m'a dit, pour qui vous vous prenez? Vous croyez toujours que tout est de votre faute, que vous y êtes toujours pour quelque chose. Donc j'ai compris qu'il y avait des choses qui nous échappaient et qu'on n'était pas tout puissant face à la maladie. Est-ce que ça existe, les camisoles comme on les imagine, c'est-à-dire des chemises où on accroche les bras derrière pour plus pouvoir bouger quand il y a quelqu'un de violent? Est-ce que ça, c'est des choses qui existent? Oui, ça existe. Ça existe, des sujets très agités pour lesquels on ne peut pas faire autrement que de les isoler ou de les contenir. L'usage de ce que vous appelez la camisole de force ou de la contention, c'est exceptionnel, ou ça devrait être exceptionnel. Malheureusement, dans le contexte actuel de la psychiatrie publique, avec un personnel insuffisant et en formation et en nombre, malheureusement, on y a recours plus souvent qu'on ne le devrait. Néanmoins, ça reste des images qui effrayent le public, à juste titre, et qui sont exceptionnelles au regard de la pratique globale de l'exercice de la psychiatrie publique. Est-ce qu'il y en a qui se prennent pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça peut aller jusque là? De penser qu'on est
Jésus, de penser qu'on est Napoléon, de penser... Est-ce que ça existe aussi? Alors Jésus, oui. Napoléon, non. Parce que les délires évoluent avec l'époque. Hein. Plus personne aujourd'hui ne se prend pour Napoléon. Mais au début, il y en a qui se prennent pour Claude François, par exemple, ou d'autres figures plus récentes. Il y a des identifications délirantes, bien entendu. Mais, vous voyez, le délire évolue. Par exemple, au XIXe siècle, on a vu surgir des délires autour de l'électricité. Hein. Et puis, aujourd'hui, c'est plutôt la puce électronique. Donc, le délire évolue et on ne se prend pas pour les mêmes héros ou pour les mêmes personnages de l'histoire ou pour les mêmes personnages religieux en fonction des époques. Vous avez fait Stéphane de la Brière, c'est une de vos premières affaires. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il a fait et comprendre après la rencontre, tout ça? Alors, Stéphane de la Brière, ça a été pour moi un véritable traumatisme. Pourquoi ? Parce que c'était un sujet très particulier, d'une cruauté exceptionnelle, qui avait tué et violé le cadavre d'une femme qui avait surgi pendant un cambriolage. Et ensuite, il avait tué et décapité un vieux monsieur avec lequel il avait l'habitude de jouer aux cartes et qu'il aimait bien. Son cas était évidemment très, très singulier. Il y a toujours, vous savez, un détail, un élément qui frappe. Et moi, je me souviens de ce garçon qui avait décapité ce monsieur et qui avait mis sa tête dans son sac à dos. Il allait avec ses copains au bar PMU boire un verre avec le sac à dos avec une tête dedans. Je veux dire que c'est quelque chose qui m'était resté. Et donc, ce garçon avait une pathologie assez complexe, mais ce qui dominait au moment où nous l'examinions, c'était un envahissement par, on va dire, par le processus psychotique, par le schizophrénique. Le clivage, ce fameux clivage dont on va reparler avec le grêlé, qui fait que Dr Jekyll et Mr Hyde, qu'un sujet relativement adapté, ne fonctionnait plus. Et donc, il y a eu une querelle d'experts. Je veux dire, une querelle d'experts qui m'est apparue assez ridicule, où certains disaient c'est un psychopathe, c'est-à-dire c'est un voyou instable avec des troubles du caractère, de la personnalité, transgressif, avec une absence de conscience morale, enfin bon, un psychopathe. D'autres disaient c'est un pervers avec cette espèce de jouissance particulière à faire le mal, et d'autres disaient mais non, c'est un schizophrène. Et ce garçon a été condamné, il est allé en prison, et en prison, il a tué un surveillant. J'ai été frappé. Alors, il est évidemment, à ce moment-là, retourné en unité pour malades difficiles, où je crois qu'il est toujours. Hein. C'est un cas quand même très exceptionnel, très singulier. Mais ce qui m'est apparu absurde, si vous voulez, c'est cette discussion entre c'est un psychopathe, non c'est un pervers, non c'est un psychotique. Et donc, ça a été le début pour moi d'une réflexion sur ces cas difficiles, où je crois qu'on retrouve toujours un pôle psychotique, un pôle psychopathique et un pôle pervers, et un clivage. Dans la même personne, voilà. Vous voulez dire? Essayez d'imaginer un triangle avec trois pôles, et puis une barre qui traverse le triangle, hein, et qui est le clivage. Et il y a des moments où ça tient, où le sujet a une personnalité pseudo-adaptée, pseudo-normale, il est capable de faire plein de choses dans la société, comme le grêlé et comme beaucoup d'autres, et puis il y a des moments où ça tient plus, et à ce moment-là, le sujet s'effondre, il est envahi, et il bascule dans la maladie mentale. Et c'est pas les mêmes, voilà. Donc,
il m'a semblé qu'il était quand même plus intéressant, plutôt que se disputer sur une catégorie qui résumerait la question, qu'il était plus intéressant de construire un modèle psychopathologique, c'est-à-dire qui se pose la question du comment. Hein. J'ai l'habitude de dire que la question du pourquoi est une question métaphysique, on ne peut pas y répondre. La question du comment, elle nous concerne plus, c'est-à-dire comment un individu en est arrivé là. Comment il a commencé, quelle est son histoire, par quel processus est-il passé. Et donc, j'ai construit ce modèle, et ce modèle, au fond, il est à la fois toujours le même et en même temps extrêmement souple, puisque, vous voyez, par exemple, Guy Georges et Patrice Allègre sont plutôt autour du pôle psychopathique. Fourniret et Pierre Chanal sont plutôt du côté pervers, alors que Delabrière, dont vous me parlez, est plutôt près du pôle psychotique. Et le clivage, il marche ou il marche pas. Vous l'avez rencontré? Qui donc? Stéphane Delabrière. Ah ben bien sûr. Vous le rencontrez en seul à seul, vous le rencontrez à plusieurs. Comment ça se passe? Bien sûr. Alors là, c'est quand même un souvenir assez marquant, c'est-à-dire que face à lui, tout de même, j'en menais pas large, et je ne posais pas des questions déstabilisantes. Vous voyez, je ne l'ai pas interviewé comme vous êtes en train de me le faire, en essayant de l'interpeller. Donc j'ai filé doux. Parce que j'avais, je me souviens très bien, le fantasme qu'avec un stylo, qu'avec n'importe quoi, il aurait pu me crever un œil, il y avait chez lui quand même cette potentialité exceptionnelle, cette pulsion meurtrière qui était quand même très forte. Plus tard, quand il est allé en unité pour malades difficiles, on supprimait les rubans de son chapeau parce qu'il avait le fantasme d'étrangler. Mais là, on est quand même, si vous voulez, dans des cas, c'est l'exception des exceptions. Ça se voit physiquement, hein, Stéphane Delabrière. Est-ce que physiquement, si vous l'aviez croisé dans la rue 2 ans auparavant, est-ce que vous auriez pu vous dire, il est bizarre, ou est-ce que physiquement, il est totalement normal? Non. On voudrait toujours que le monstre, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, porte ça sur son visage. Mais non. Pas du tout, évidemment. Et de la monstruosité, elle est morale, si je puis dire. Elle est cachée, elle est masquée. Et c'est bien ça qui fascine. Mais tout le temps. C'est ça qui fascine le public. C'est comment ce garçon qui ressemble à mes enfants, à mon voisin, comment est-ce que ce garçon a pu commettre des choses pareilles avec ce visage d'ange, etc. Donc, ça ne se voit pas. Quand vous rencontrez Stéphane Delabrière, comment ça se passe, juste pour comprendre et pour imaginer physiquement un rendez-vous? Il est attaché, il n'est pas attaché? Vous êtes seul? Vous êtes beaucoup? Il y a des gendarmes? Comment ça se passe quand vous rencontrez un tueur en série? Quand vous faites une expertise psychiatrique, en l'occurrence d'un sujet incarcéré, vous entrez dans la prison, vous passez un certain nombre de seuils, vous montrez pas de blanche à chaque fois, et puis vous vous retrouvez soit au parloir avocat, soit dans un service médical, dans un bureau avec la personne. Donc je l'ai reçu dans un bureau, seul. Dans ma carrière, en 35 ans d'expertise, il m'est arrivé une seule fois, il m'est arrivé 2-3 fois d'examiner des sujets particulièrement suivis et en présence de policiers les encadrant. Ça peut-être 2-3 fois. Et ça m'est arrivé une fois de voir une personne avec des menottes, mais sur quand même un très, très, très grand nombre d'expertises. Donc là, ça s'est passé comme ça se passe dans l'immense majorité des cas, dans un bureau, face à lui, je me présente et j'introduis le contexte et je pose des questions. Tout simplement.
tout simplement. On va parler d'insoupçonnable, justement, de l'affaire du grêlé. Alors, c'est pour ça que vous êtes venu nous voir aussi. C'est à l'occasion de la sortie d'une série en 4 épisodes sur France 2 et sur France.tv qui est dispo. Je vous mets le lien en cliquable si vous voulez aller la voir, si ça vous intéresse, ce genre de sujet. C'est très intéressant d'ailleurs. J'ai pu voir, moi, les 2 premiers épisodes, je les ai reçus hier soir. On vous voit à l'image en train de chercher. Il y a des images d'archives, vous expliquez. Il y a des gens qui parlent, des témoins de l'époque, des gens qui ont été victimes ou qui ont failli être victimes du grêlé. Qui est le grêlé? Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu la situation pour comprendre? Il s'appelle François Vérove, de son vrai nom. Et c'est un des tueurs en série les plus marquants, puisqu'il n'a pas été arrêté finalement, jusqu'à ce qu'il se suicide. Oui, c'est un tueur en série qui a été connu post-mortem. Bon. C'est une affaire qui a occupé les enquêteurs pendant des décennies. C'est une affaire atroce d'un homme dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il était comme ça, un peu monsieur tout le monde, en apparence. Et j'ai l'habitude de dire, c'est monsieur tout le monde qui se transforme en monsieur tout le monstre. Il est très singulier par rapport à tout ce que j'ai pu voir en France. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas avoir de modèle rigide, de penser que on a définitivement compris et fait le tour de la question. Moi, quand j'ai écrit mon livre sur les tueurs en série, j'en avais déjà vu un certain nombre, je disais, en France, ce sont essentiellement des marginaux ou des semi-marginaux, en dehors peut-être de Chanal qui était militaire, mais qui était très singulier. Et lui, voilà un homme, donc le grêlé, voilà un homme qui a sévi pendant très longtemps, qui a été gendarme, puis policier, puis syndicaliste, puis gentil retraité, bon voisin, à qui on confie des enfants à garder, le type sympa qui fait des barbecues avec les copains du coin. Donc, il y a là quelque chose de très singulier qui est, je dirais, c'est celui pour lequel la notion même de clivage est la plus a fonctionné de la façon la plus sidérante. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il faisait quoi ? Il a violé, tué. C'est un tueur, violeur. C'est un violeur et un tueur de petites filles, de jeunes filles. Il a commis des actes absolument atroces. Et ensuite, quelques décennies plus tard, on le retrouve chez Nagui, français moyen, venant dans une émission populaire. Passe dans une émission de Nagui. Sympa. Et donc, effectivement, c'est lui. C'est lui. Voilà, il était, c'est assez fou. Il passe quelques années plus tard chez Nagui, dont tout le monde veut prendre sa place, je crois. Normalement, en tant que candidat, invisible, il n'a jamais été arrêté. Et voilà, il était encore en vie à ce moment-là. C'était en 2019, je crois. Essayez d'imaginer que ce qu'ont pu être les réactions de ses proches qui ont vécu avec lui toute leur vie, qui pensaient le connaître et qui découvrent qu'il est un assassin, un violeur de la façon la plus atroce qui soit. Essayez d'imaginer. Tout le monde tombe de l'armoire. Et c'est ça, si vous voulez, c'est ça qui fascine le public, c'est ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Il avait des enfants, il était marié, il avait une vie, vous dites... Alors, il avait effectivement une vie sociale, une vie conjugale, une vie de père. Et personne n'avait remarqué quelque chose. Et personne n'avait remarqué quelque chose parce que personne ne pouvait remarquer quelque chose. Alors,
on remarque toujours un aspect plutôt secret, où on remarque toujours que c'est quelqu'un qui fait pas de confidence, où on remarque des choses qui appartiennent à des registres, si vous voulez, beaucoup plus courants de la psychologie individuelle, mais on remarque pas que le bonhomme qu'on a en face de nous est peut-être dans des moments masqués quelqu'un qui commet des choses aussi terribles. Pourquoi on l'appelait le grêlé ? Alors, il a été appelé le grêlé parce que des témoins, dans les premiers temps, l'ont décrit avec une peau grêlée. Voilà, ça a été son surnom. On va parler de pourquoi il s'est suicidé, tout ça. Donc, vous n'avez pas pu le rencontrer, lui, évidemment. Est-ce que vous avez rencontré sa famille après ? Vous avez posé des questions à son entourage pour comprendre ? J'ai lu effectivement toutes les pièces qu'on a mis à ma disposition, et il y en avait beaucoup. Et ça, c'est le service, si je puis dire, que m'ont rendu les concepteurs de la série, Patricia Tourangeau et Lee Wajman. Et moi, ils ont été intéressés par moi parce que j'avais publié des choses sur les tueurs en série. Voilà. Donc, mais bien entendu, je ne me suis pas mêlé de choses qui ne me regardent pas. Je n'ai pas rencontré ça. On sait combien il a fait de meurtres, lui ? Ça a été l'enquête est terminée ou il y a toujours des sujets sur lesquels on ne sait pas si c'est lui ? Vous savez, on connaît un certain nombre de viols et d'homicides, mais la question se pose toujours pour les enquêteurs de savoir s'il n'y en a pas eu d'autres. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les cold cases. Et il y a des cas qui sont toujours, je puis dire, en recherche et en discussion. La première fois qu'il passe à l'acte, c'est le 7 avril 86, c'est une fillette de 8 ans. Il pense l'avoir tuée. Il part et en fait, la fille survit. C'est fou. Ensuite, il y a plusieurs meurtres. Il devient papa en 88. Voilà. C'est en 94, donc il y a un petit espace, il y a 6 ans qui vont se passer avant qu'il sévisse à nouveau, en tout cas officiellement. Ils vont découvrir une jeune fille qui s'appelle Ingrid, encore en vie. Pareil, comment elle a eu la chance de rester en vie ? Comment ça se fait ? Il n'a pas toujours la même méthode ? Quand on imagine des criminels de ce type, on imagine toujours qu'il y a un mode opératoire extrêmement stéréotypé et avec des mesures des mesures qui font que on va éviter de pouvoir être appréhendé. Or, il peut arriver des impondérables, il peut arriver que surgissent sur la scène des policiers, des témoins, il peut arriver que le sujet ait une intuition que toutes les conditions ne sont pas remplies, il peut arriver plein de choses. Donc, et dans toutes les histoires de tueurs en série que j'ai vues, notamment Guy Georges, il y avait des moments où il était avec beaucoup de guillemets en chasse et où il s'est abstenu parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. Il avait une méthodologie, François Véronne. Le grêlé, il était organisé. C'était un mec qui était méticuleux. Il y a plusieurs types de modalités de passage à l'acte dans son parcours. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques au début, mais chez lequel on ne retrouve pas, je dirais, une stéréotypie, quelque chose de très... toujours la même chose pour les passages à l'acte successifs. Il a mis, je crois, une couverture sur une victime après l'avoir violée. Pourquoi il faisait ça ? Alors, ce que moi, j'ai beaucoup rencontré dans mon expérience, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'undoing. C'est-à-dire, une fois la grande parenthèse de la sortie du clivage et du passage à l'acte dans des états mentaux paroxystiques, une fois cette parenthèse fermée, le sujet retombe sur ses pattes, il retombe dans
je dirais, une existence commune. Et ceci ne s'est pas produit, ceci ne s'est pas passé. Il n'y a rien eu. Quelque chose qui fait que il va masquer ce qu'il a fait. Ça peut être aussi, si vous voulez, quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez un certain nombre de criminels, de ne pas voir le regard, de ne pas croiser le regard de la victime. Mais comment il a réussi à passer entre les mailles du filet pendant 30 ans en France? Alors, j'ose pas employer le mot chance, parce que ce qui a été une chance pour lui a été une malchance pour la société, et pour les malheureuses victimes et leurs familles. On peut passer entre les mailles du filet. Vous savez, c'est quoi un tueur en série? Un tueur en série, c'est quelqu'un qui va tuer, on dit 3 fois, successivement, mais il y a des tueurs en série qui sont appréhendés après le premier crime. Et pourtant, ce premier crime a un certain nombre de caractéristiques qui nous donnent à penser que peut-être il aurait récidivé. Et puis il y en a d'autres qui sont d'une particulière habileté. Et puis dans d'autres cas, c'est la police qui est particulièrement maladroite. Et dans d'autres cas, c'est encore autre chose. Dire que le tueur en série, c'est celui qui est passé dans les mailles du filet, dans une certaine mesure. Et là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Je vous ai dit que j'en ai vu 10, 12, 15, en fonction des critères qu'on va retenir. Tueur en série. Mais je les ai vus dans les années 90, 80, 2000. Et puis depuis, moi j'en ai pas vu. Mais moi j'en ai pas vu, et donc j'aurais pu me dire, on t'a pas sollicité parce que t'es trop vieux, c'est fini pour toi. Mais je pense qu'on m'a pas sollicité aussi parce que il y en a pas eu dans ces dernières années. Et pourquoi est-ce qu'il y en a pas eu dans ces dernières années? Probablement du fait de l'amélioration de la police scientifique, oui, l'ADN, les caméras, tout ça. Voilà. Ouais. Comment ils l'ont identifié d'ailleurs, lui? Comment ils ont pu comprendre que c'était ce mec-là? Alors, une juge d'instruction particulièrement tenace, travaillant sur l'enquête, a sollicité les ADN d'un grand nombre de gendarmes qui travaillaient à l'époque sur cette affaire. Qui étaient à l'époque, excusez-moi, en fonction. Pourquoi? Ils pensaient que c'était un gendarme? Ils avaient compris que c'était un gendarme? Ils ont orienté l'enquête sur un profil de gendarme. Un profil de gendarme. Et la question se pose, elle est posée d'ailleurs par la série, est-ce que le fait qu'il soit gendarme puis policier n'a pas, si je puis dire, entraîné un certain aveuglement des enquêteurs? Le fait est que cette juge d'instruction sollicite les ADN, il reçoit une convocation, sa femme lui dit... tu as reçu une convocation, quelqu'un a appelé, il a dit oui, bien sûr. Alors je crois que la vie a suivi son cours, le week-end il a fait le barbecue comme d'habitude, il s'est comporté comme d'habitude, et ensuite il a compris qu'il allait être appréhendé, et donc il a loué un Airbnb et il s'est suicidé. En dehors de sa famille, à l'écart? En dehors de sa famille, à l'écart, et en laissant une lettre extrêmement claire et explicite sur cette destructivité, cette haine qu'il avait en lui à cette époque-là, et qui l'a conduit à commettre ces actes. Dans la série Insoupçonnable, le but c'est d'expliquer. Vous le dites, c'est souvent à cause du passé de la personne.
Quel est le rapport avec son passé, par exemple, à lui ? On ne commet pas de telles horreurs si on a grandi avec un papa, une maman, des bisous, des câlins, une maison au toit fumant, des histoires pour s'endormir. Voilà. Ouais. Hein. Donc, généralement, je dis bien généralement, parce que tout ce que je vous dis est vrai dans un grand nombre de cas, mais n'est pas 100%. toujours exact. En matière humaine, ça n'existe pas, le 100%. Et donc, on retrouve dans le passé de ces sujets des traumatismes des organisateurs précoces, des abandons, des sévices, voire des tortures. On trouve des choses quand même extrêmement singulières dans son cas à lui. Dans son cas à lui. Il a perdu sa mère très tôt. Moi, mon sentiment, mais ça n'engage que moi, c'est que ça ne devait pas très bien se passer avec sa mère. Je ne vois pas comment, s'il a eu des premières années de sa vie, baigné dans les rayons du soleil de l'amour maternel, il aurait pu évoluer comme ça. Il perd sa mère. Il est confié aux grands-parents. Il est repris, en quelque sorte, par son père, qui le coupe des grands-parents et qui lui présente comme ça assez brutalement sa nouvelle épouse qui est mère de 2 filles, lesquelles 2 filles prennent sa chambre et lui se retrouve dans un petit résidu. Bon. Mais les informations qu'on m'a transmises font état d'abus sexuels de la part du père. Voilà. Donc, moi, Ils ont tous eu une enfance quand même compliquée. C'est quand même quasiment une enfance extrêmement horrible. Hein. Voilà, marquée par des carences, des abandons, et probablement des choses qu'on ignore. Bon. Qui a fait de lui un adolescent. Alors, on a la notion qu'il était suicidaire, d'un adolescent en tout cas très instable et très mal dans sa peau, probablement beaucoup plus que ça d'ailleurs. Mais bon, des éléments quand même qui vont du côté de l'abandon et de la carence. Il était policier jusqu'à la fin ou il était à la retraite, vous avez dit ? Alors, il a été d'abord gendarme, et puis il a ensuite basculé dans le métier de policier. Il a fait sa carrière comme policier, il a pris sa retraite, et puis voilà, c'était un gentil retraité français moyen. C'est fou. Vous avez rencontré Guy Georges ? Oui. Guy Georges, c'est l'affaire Guy Georges, c'est le tueur de l'Est parisien. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a tué 7 jeunes femmes à Paris entre 91 et 97. Pareil, violent, méthodique. Il a échappé à la police pendant de nombreuses années. Ça, c'est assez fou aussi de voir ça. Alors qu'il y avait de l'ADN retrouvé sur les scènes de crime, on va en parler. Il a été arrêté qu'en 98, donc après quasiment 7 ans. Il a avoué ses crimes, ça y est, il a pris la réclusion criminelle à perpétuité. Qu'est-ce que vous avez fait sur son cas, lui, exactement ? Alors, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est le tueur de l'Est parisien. C'est moi-même, par exemple, mes filles étaient des jeunes adolescentes. Bon, on les laissait pas sortir comme ça. Hein. Bon. Donc, il y avait comme ça une crainte qui planait sur toute la région parisienne. Et donc, quand je me retrouve en face de lui, d'abord, il y a, si vous voulez, quelque chose qui est que j'ai ressenti à chaque fois. C'est-à-dire que quand je lis les journaux, que je vois la télé, je me dis, bon, celui-là, j'ai pas envie de le voir, dégoûte. Je sais pas, franchement, si je peux échapper à ça, tant mieux. Et puis, paf, je suis nommé. Et là, il se produit quelque chose. C'est-à-dire que il se produit, c'est une rencontre. Que vous le vouliez ou non, ça peut être quelqu'un qui a fait des choses absolument atroces. Il est en face de vous, c'est une rencontre. On va parler, on va éprouver des choses,
on va essayer d'en rendre compte, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, je dirais, dans son psychisme, voilà, et puis quelle est son histoire, etc. Donc ça a été une rencontre. Et alors, il était très avenant, très sympathique. Il m'a accueilli, si je puis dire, à la maison d'arrêt de la santé, tout à fait courtoisement. Voilà, de fil en aiguille, on a discuté d'un certain nombre de choses. Il était assez détendu. Quand on évoquait sa vie, ou quand on évoquait ses loisirs. Par contre, quand on est arrivé aux faits, là, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez des sujets de discussion tout autres, vous parlez de tout avec lui, pour le détendre un peu ? Non, pas pour le détendre, pas naturellement, pas pour attendrir la viande, hein. Non, pas du tout. Non, c'est quand on fait une expertise psychiatrique, au fond, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande, est-ce que cette personne qui est en face de vous est un malade mental ? Bon, c'était assez vite fait, hein, donc il n'y a aucun argument en faveur d'une quelconque affection psychiatrique. On vous demande aussi, qui est-il ? Comment fonctionne-t-il ? D'où vient-il ? Comment a-t-il évolué ? Bon. Et donc, pour ça, vous allez poser des questions. C'est-à-dire des questions sur l'enfance, les souvenirs, la scolarité, les activités sportives, les passions, les intérêts, les lectures. Donc vous avez posé plein de questions. Et effectivement, Guy Georges était assez sportif, il avait un bon niveau en tennis. Bon, moi, le tennis, c'est pas trop mon sport. Par contre, le foot, j'adore ça, je suis passionné. Et il y avait quelque chose de très particulier dans son histoire. C'est qu'il a changé de nom à l'âge de 5 ou 6 ans. Et il s'appelait Rampillon, et il est devenu Guy Georges. C'est quand même tout à fait singulier de changer de nom à l'âge de 5 ou 6 ans. Et donc, je me dis, je m'appelais Rampillon. Et je lui ai dit, Rampillon, comme le joueur de football de Nantes dans les années 70. Il me fait « Ah, vous connaissez, vous aimez ». Et donc, il avait une capacité tout à fait singulière à saisir l'interlocuteur. Hein. Nous étions 3 experts. Et ce qui est intéressant, c'est que à chacun, il a servi la soupe différemment que chacun attendait. C'est-à-dire qu'une capacité assez exceptionnelle à saisir les attentes de l'autre. Alors, donc le foot, voilà, on s'est mis à parler foot. On s'est mis à parler foot, tous les deux, un peu comme si on était au Café du Commerce. Bon, mais si vous voulez, dans le public circule l'idée que un psychiatre, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui a un regard d'entomologiste, très à distance. Sinon, il va se faire avoir, il va se faire manipuler. Mais non. Quand on rentre en contact avec quelqu'un, quand on fait une rencontre avec quelqu'un, quoi qu'il ait fait, il y a des échanges. Et on va ressentir, on a un vibrato émotionnel, on va ressentir des choses. Et donc, évidemment, on n'a pas parlé foot pendant 2 heures, hein. On a peut-être 5 minutes, 10 minutes, et puis au bout de 10 minutes, je me dis, bon, allez, t'es pas au Café du Commerce avec un pote, hein, t'es quand même en train de faire... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a comme ça des mouvements, mais à travers cet échange, il s'est passé quelque chose, dont j'ai tenu compte ensuite. Vous avez rencontré ses ex-copines, ses ex-femmes ? Quand on fait une expertise, on peut exceptionnellement demander au juge d'instruction à voir la mère. Parce qu'ils ont été interrogés, ces ex. Voilà. Ils ont été interrogés. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Et ce qui est important à comprendre, c'est que les petites amies, elle disait, il était gentil, il était prévenant, il n'avait pas de perversion particulière, voilà. Et je tombe des nues, hein. Je tombe des nues, c'est quand même la phrase. Je tombe des nues, je tombe de l'armoire. Enfin, vous pouvez trouver toutes les formules que vous voulez. C'est quand même la phrase standard, celle qu'on entend tout le temps. Donc, il faut bien comprendre que ces actes n'ont que peu à voir avec la sexualité. Guy Georges, c'était pas du tout un frustré sexuel. Il était réputé beau garçon, il avait du succès avec les filles, il n'avait pas de soucis pour avoir des partenaires sexuels ou des petites amies. Voilà. Donc, ça, c'est un point très
très important parce que parfois on fait la confusion entre quelqu'un qui serait frustré, en manque et qui aurait comme ça une sexualité perverse compensatoire. Non, pas du tout. Il n'était pas frustré, et donc il faisait ça parce qu'il avait eu une enfance difficile aussi, finalement. Ça passe pas par là. Voilà. Si on veut aller jusqu'au bout des mécanismes, il faut comprendre qu'il y a toujours des traumatismes des organisateurs précoces et qu'il y a toujours une destructivité qui est tapie dans un coin du psychisme et qui est en attente de s'extérioriser, de s'externaliser. Et ce qui est fondamental dans ce type d'acte, c'est le passage, la bascule d'un sujet qui est mal à l'aise, qui est en danger de décompensation, en danger même de maladie mentale dans certains cas, qui est confronté à une image féminine terrifiante et qui va basculer, si vous voulez, d'une posture d'impuissance à une posture de toute puissance, d'une posture de passivité à une posture d'activité, d'une posture de perte de contrôle à une posture de maîtrise absolue, et qui va transformer l'angoisse, au contraire, en jouissance de toute puissance. Alors, bien sûr que la sexualité, ça passe par la sexualité, mais la sexualité n'est pas, si vous voulez, le moteur, en quelque sorte. Ça passe par la sexualité, mais ce ne sont pas des actes criminels de la sexualité. Vous avez rencontré Michel Fourniret aussi, pour terminer. Oui. Vous avez rencontré Monique Olivier ou juste Michel Fourniret ? Les deux. À plusieurs reprises ? Alors, Michel Fourniret, je dois vous dire que je l'ai vu 2 fois, une fois en Belgique et une fois à Châlons-en-Champagne, que franchement, j'ai pas couru derrière une 3e fois. Hein, c'est vrai ? Non. Michel Fourniret, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui vous marque, parce que il était d'une perversité exceptionnelle. Bon, et puis j'avais étudié le dossier, j'avais mes collègues, en l'occurrence c'était Michel Dubec, j'avais beaucoup d'éléments de ces 2 longs entretiens. Il en a fait, je crois, 120. Entretien. Il s'est fait beaucoup interroger, je crois. Ah, mais Michel Fourniret adorait parler de lui. Hein. Michel Fourniret, il était pompeux, sentencieux, méprisant, arrogant, se donnant à voir comme quelqu'un d'une grande culture. Il avait des citations. En réalité, tout ça, c'était quand même beaucoup du flan, mais quelqu'un de normalement intelligent. Hein. Intelligent, quand même, ouais. Oui, non. Je ne pense pas qu'il était exceptionnellement intelligent, mais quelqu'un qui était d'une intelligence normale. Qui était manipulateur aussi, tout le monde dit. C'est très compliqué. Il cochait un peu toutes les cases. Alors, il cochait en tout cas toutes les cases de la perversion, ça c'est sûr. Là, il faudrait inventer un autre terme que manipulation. Hein. C'est-à-dire, on est quand même là devant un médaillé olympique de la manipulation. On est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Pour vous donner un exemple, quand je suis arrivé quand lui est entré dans la pièce, je l'ai salué. Vous serrez la main pour... J'ai voulu lui serrer la main, mais il l'a refusé. Je lui ai dit, asseyez-vous. Voilà, je suis le docteur Zaguri, j'ai été missionné par le juge d'instruction, etc. Et il m'a dit, non, moi, on ne me donne pas d'ordre.
si vous voulez, dès le départ, cette codification sociale élémentaire qui fait que vous dites à quelqu'un, asseyez-vous, je vous en prie, voilà. Bon, ça marchait pas. Donc, d'emblée, il a voulu me signifier qu'il allait, lui, dominer la situation et qu'il ne répondrait pas à mes propres demandes. Bon, il a fini par s'asseoir et il m'a raconté ce qu'il a bien voulu me raconter. Et c'est très difficile d'obtenir des informations de ce mec-là? C'est dur d'obtenir des informations d'un mec comme Fourniret? Il en donne, hein, il en donne même beaucoup. Est-ce que c'est les informations qu'on attendrait? Sans doute pas, mais il était suffisamment bavard pour qu'on puisse avoir la prétention d'avoir à peu près saisi comment il fonctionnait. Est-ce qu'il vous a dit une phrase qui vous a marqué? Il m'en a dit beaucoup. Des phrases assez méprisantes sur Monique Olivier, dont je ne me souviens plus des termes. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. D'abord, Michel Fourniret était aussi, c'est un grand pervers, mais c'était aussi un psychopathe. Et il était parvenu à détourner le trésor du gang des postiches et il a tué donc l'ami de celui qu'il avait rencontré en prison. Et ça, c'était pas du tout un crime comme les autres. Hein. Bon. Et donc, quand j'ai abordé l'affaire, il m'a dit, avec moi, il ne faut pas faire d'affaires. Bon. Et il a dit ça avec un petit sourire, de l'air de dire, on n'entre pas en affaire avec moi. Voilà. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que toute sa thématique était autour de la pureté virginale et de l'impureté de la femme et du passage entre la pureté virginale et l'impureté. Et j'ai dû lui poser une question qui lui a déplu. Et alors là, il s'est mis dans une colère noire et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette époque où les valeurs de la virginité, de la pureté ne sont même plus prônées, des gens comme vous. Bon, que tout d'un coup, il était, lui, du côté du bon, du bien. Il avait l'impression d'être... Bien entendu. Et moi, j'étais ravalé du côté de ceux qui ne comprennent rien, qui n'ont plus de valeur. Donc, alors qu'il avait tué 12 personnes au moins? Oui, donc on était dans un contexte épouvantable, mais, si vous voulez, il était là en train de faire l'exaltation des valeurs de la pureté. Cette notion de pureté était chez lui absolument centrale. Si vous voulez, il a le cœur de sa, comment dire, de sa théorie sexuelle infantile, en quelque sorte, c'était l'immaculée conception. C'est-à-dire comment être né d'une mère restée pure. Et au fond, on retrouve dans tous ces passages à l'acte, c'est horrible ce que je vais dire, hein, une espèce de cérémonial qui est le passage de la pureté à l'impureté. Donc, et là aussi, ce qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est la façon dont il parlait de ses victimes, de manière comme ça, admirative, exaltée. Elles étaient mignonnes, elles étaient blanches, elles étaient pures, avec la petite robe, les petites nattes. Bon, c'était horrible. C'était horrible de penser que cette description, c'était celle de victimes qui allaient être tuées. Et voilà, donc il était obsédé par ce qu'il appelait la no magique, c'est-à-dire la marque, la marque de la virginité. Et donc, ces malheureuses victimes passaient directement de la pureté absolue à quelque chose qui était un déchet à traiter comme tel. Il ne se rendait pas compte du mal du tout qu'il faisait? Vous savez, on se pose tous des questions extrêmement naïves comme la vôtre. S'il se rend
rendait compte du mal qu'il faisait, s'il éprouvait la moindre empathie, mais il n'aurait pas fait ça. Hein, il n'aurait pas fait ça. Oui. Vous êtes avec quelqu'un pour qui votre question n'a aucun sens. Vous n'avez rien compris. Au fond, c'est ce qu'il disait. Vous n'avez rien compris. Il mettait la virginité, en même temps, c'est lui qui salisait. Mais vous réagissez comme tout un chacun. Pas lui. Oui, bien sûr. Et sa femme, Monique Olivier, différents profils, compliqués aussi ou... Alors, Monique Olivier, je l'ai vue en Belgique, et c'est l'image que j'ai souvent employée, c'est celle d'une motte de beurre dégoulinante, gémissante, se présentant comme victime du destin, victime d'un père qui ne l'a pas aimé, victime d'une mère qui s'occupait de sa mère malade, victime de ses frères, victime de ses maris, victime de tout. Voilà. Donc, elle gémissait sur le sort d'une victime. Et elle se présentait comme totalement, étrangère aux actes de Michel Fourniret. Bon, c'est évident que c'est faux. Ça a duré 17 ans, cette histoire, d'une part. 17 ans, ça fait quand même le temps de réfléchir, de se retourner et de dénoncer. Et d'autre part, on sait qu'elle a eu une participation très active et tout à fait répugnante à la préparation, si je puis dire, de cette cérémonie, avec beaucoup de guillemets, qui conduisait au viol et à la mort des victimes. Bon, donc, c'était pas du tout crédible la version qu'elle donnait. Mais vous savez... nous, on n'est pas là pour porter des jugements de valeur. Non, mais vous en avez intérieurement quand même. Là, je vous parle en tant qu'homme, pas en tant que psychiatre. Oui, mais c'est très important de le dire, parce qu'on n'a pas besoin d'un psychiatre pour savoir que ce qu'ils ont fait est répugnant, dégueulasse, horrible, etc. C'est pas besoin. Hein. Donc, le psychiatre, il est là, s'il fait bien son travail, pour essayer de décortiquer les processus qui font que cette personne en est arrivée là et a commis ça. Hein. Donc, moi, je n'ai pas porté... Bien entendu que je réagis, bien entendu que ça me fait éprouver des choses, mais je ne suis pas là pour ça. Hein. Je suis là pour dire qu'est-ce qui a été fondamental chez elle pour participer à tout ça. Et la réponse qui a été la nôtre, c'est que, pour une fois dans sa vie, elle n'était pas la victime. Pour une fois dans sa vie, elle offrait, d'une part, une virginité qu'elle ne pouvait plus offrir à Michel Fourniret, par procuration, et d'autre part, elle mettait une autre à sa place de victime. Et que c'était ça, sa jouissance. Et donc, il y a effectivement une dimension perverse dans les agissements de Monique Olivier, dans une certaine mesure, et aussi cynique que ça puisse paraître, c'était un couple criminel solide. Pour que ça tienne 17 ans, c'est ce que vous disiez. Pour que ça puisse tenir 17 ans, c'est qu'ils étaient... Oui. Et ils avaient un enfant ? Ils avaient effectivement un enfant. Alors, 2 sujets pour terminer, si vous voulez bien. J'ai appris l'histoire, je ne connaissais pas, d'ailleurs, des reclus de Montflanquin. Je suis étonné que ça ne soit pas plus connu de par des films ou des séries. J'ai trouvé ça assez improbable. C'est en 2009, on va découvrir que Thierry Tilly... Vous l'avez rencontré ? Non, je n'ai pas rencontré Thierry Tilly, j'ai rencontré la famille. J'ai rencontré 9 ou 10 personnes. 2 générations, je n'ai pas rencontré la grand-mère puisqu'elle est décédée à cette période. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il a fait et l'histoire ? Les reclus de Montflanquin, c'est l'histoire d'une famille du Sud-Ouest qui a été sous la coupe, on va dire sous l'emprise d'un, comment on l'appelait, d'un gourou
donc Thierry Tilly, qui s'est introduit dans la famille et, sous couvert au départ de les aider sur le plan de la gestion et des placements d'argent, etc. Et qui, petit à petit, a pris la main sur l'ensemble de la famille, qui s'est retrouvée recluse, et les uns et les autres étant affectés à des tâches au service de Thierry Tilly, il les a coupés du monde extérieur. Du monde extérieur, et ça a duré quasiment 10 ans. Ils ont perdu, je crois, 5 millions d'euros dans cette histoire. Il les a empêchés de sortir physiquement ou juste en les manipulant, en leur disant c'est dangereux dehors? Alors, c'est comme si, au fond, Thierry Tilly avait pris possession de leur liberté de penser, de leur autonomie de pensée, et avait fini par leur faire faire ce qu'ils voulaient leur faire faire. Hein. Bon. Donc, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, pour dire les choses très simplement, moi, j'emploie souvent cette image. Essayez d'imaginer que vous n'allez pas bien, que vous allez voir un psychanalyste, que vous êtes dans une situation de transfert, qu'il a eu de vous beaucoup de confidence. Évidemment, quand on va voir un psy, c'est pour lui parler de soi. Hein, et qu'au lieu d'utiliser tout ce que vous lui dites dans votre intérêt pour vous aider à vous dégager de votre souffrance, va les utiliser comme un levier pour mieux vous asservir. Vous voyez, c'est la bombe atomique. C'est ce que j'appelle l'abus de transfert. Vous faites confiance à quelqu'un, une confiance absolue. Alors Thierry Tilly était particulièrement, comme tous ces sujets qui ont des personnalités perverses ou apparentées, une capacité de saisir l'autre tout à fait supranormale. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils saisissent très bien l'autre, mais par contre, ils ne comprennent rien à ce qui se passe en eux. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Guy Georges, chez un certain nombre de sujets qu'on qualifie de pervers narcissiques. Je tiens à dire quand même, là, on n'a pas le temps de développer la question, que les pervers narcissiques, c'est pas ce qu'on en dit dans les journaux. C'est pas quelque chose d'extraordinairement répandu. Moi, je réserve ce terme à la clinique des sujets qui vraiment en relèvent. Hein. Il a été méchant avec moi, c'est un pervers narcissique. Hein. Bon. C'est un effet de mode aussi, ce mot. Une mode absolument sidérante. Enfin, c'est l'exploitation psychique de l'homme par l'homme. Hein. À partir du moment où j'ai la main sur votre cerveau, où j'ai la main sur vos pensées, je peux faire et où vous êtes dans une admiration béate et perdue pour ma personne, je peux vous faire absolument ce que je veux. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Qu'est-ce qu'ils leur disaient qu'il y avait à l'extérieur? Parce qu'il faut quand même faire rester une famille, c'est pas une personne qu'on a manipulée. Comment il fait rester une famille de 11 personnes sans sortir de chez eux? Alors, la première idée qui vient à tout le monde, c'est qu'ils étaient particulièrement idiots. Ce qui est absolument pas le cas. Hein, ce qui est absolument pas le cas. La deuxième idée qui vient à tout le monde, c'est qu'ils étaient particulièrement tordus ou malades. Ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Donc, il y a l'habileté particulière d'un homme qui se saisit des failles de chacun, et il y a l'habileté particulière d'un homme qui se saisit des failles de l'inconscient familial. Hein. C'était une famille protestante, c'était une famille qui, dans son histoire, avait souffert de persécution. Donc, si vous voulez, une réaction c'était un bon terreau pour une réaction d'isolement paranoïaque devant un danger présumé. Et c'était une famille qui, dans le mythe de leur histoire familiale, pensait être descendante de Saint-Louis.
Hein. Donc voilà. Donc il y avait tous ces éléments des failles individuelles et de l'inconscient familial qui ont été remarquablement saisis par Thierry Tilly, qui a pu, une fois qui s'est installé, si je puis dire, dans cette relation d'idéalisation de la part de tous les membres de la famille, a pu en faire absolument ce qu'il voulait. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais moi, j'ai une petite chose que j'ai trouvée tout à fait étonnante. C'est qu'il avait envoyé l'un des garçons de la famille aux États-Unis, je crois, à New York, et dans le cadre de ses affaires. Et je ne sais plus si c'était je crois que c'était le 10 septembre 2001, c'est-à-dire la veille du 11 septembre. Et il lui a simplement dit, tu as vu ? C'était le 10 septembre 2001. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, je ne t'ai pas envoyé le 11 septembre. J'étais au courant de ce qui allait se produire. Dans mon contact avec les forces obscures qui gouvernent le monde, je t'ai épargné. Et c'était en quelque sorte un renforcement de sa toute-puissance et de la gratitude que l'autre devait éprouver à son égard. Mais vous voyez, simplement T'as vu ? Je t'ai pris un billet le 10 septembre. Voilà, ça suffit. Il a pris de la prison, il s'est fait condamner, ce monsieur-là Alors, il a été condamné. Et puis alors, ces sujets qui sont d'une habileté mais incroyable pour saisir l'autre, une fois appréhendé, une fois en prison, c'est un peu comme la baudruche qui se dégonfle. C'est un peu comme le poisson qui sort du bocal et qui se met à frétiller. Il n'y a plus personne. Et on est sidéré de constater que cet homme si habile, en définitive, c'est un pauvre R, un peu complètement déconstruit qu'on a en face. Et ça, c'est une expérience que j'ai eue souvent, comme si ces grands escrocs, c'était nous qui les alimentions et que, une fois réduits à eux-mêmes, à leur propre sort, tout se délitait. Pour finir, vous avez rencontré des terroristes aussi, vous avez fait des rendez-vous avec eux, des interrogatoires, vous avez essayé de les comprendre. Vous avez rencontré Salah Abdeslam, qui a participé au 13 novembre 2015. Est-ce que c'est plus compliqué de travailler sur ce genre de profil ou c'est à peu près la même chose ? Alors, il faut distinguer Salah Abdeslam des autres sujets que j'ai expertisés. Je me suis effectivement intéressé à la radicalisation. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais bon. Pour ce qui concerne Salah Abdeslam, j'ai été nommé par le président des Assises avec mon ami Bernard Balivet. Et au fond, moi, j'étais terrorisé à l'idée non pas de dire des bêtises, mais de dire des choses qui étaient inaudibles. C'est-à-dire que vous avez des faits qui ont traumatisé le pays tout entier. Vous avez des gens dans une salle immense qui, depuis des mois et des mois, assistent à un procès, ont pu se faire une représentation des choses. Vous avez des familles qui ont perdu leurs proches et il y a une attente tout à fait incroyable qu'on leur apporte des éléments, des informations, quelque chose qui puisse leur permettre de saisir la complexité de l'engagement de l'homme qui est le seul survivant de tous ceux qui ont tué leurs proches. Et au fond, ce qu'on s'est dit, c'est que on ne pouvait pas arriver comme ça et leur dire, voilà, on l'a examiné, il présente, c'est une personnalité tout à fait ordinaire. Non, c'était pas possible, c'était pas audible. Donc, qu'au fond, le travail le plus important, c'était pas ce qu'on allait leur dire, mais que le travail le plus important, c'était la préparation à ce qu'on allait dire. Comment concevoir que ce petit gars-là ait pu commettre ça ? Comment concevoir
l'écart incommensurable entre la banalité l'ordinaire de sa personnalité, de son profil, et l'horreur de ce qu'il a fait. Il a un profil plutôt banal. Il a un profil, effectivement. Bon, nous, on l'a appelé le petit gars de Molenbeek. Bon, voilà, le petit gars de Molenbeek, dans un contexte d'émulation, dans un contexte plus global d'islam radical et de radicalisation, avec un parcours, ma foi, d'une famille, c'est bon... il n'y avait pas des choses extraordinaires. Une première vie un peu marquée par la délinquance et l'instabilité, et puis une deuxième vie au service de l'islamisme radical. Voilà. Mais ce qui était effectivement important, c'était de préparer les gens qui allaient nous entendre à accepter qu'il n'y avait pas d'adéquation entre l'horreur des faits et la personnalité. C'était plus compliqué que ça. Est-ce que dans les entretiens, c'était dur de le faire parler ? Non, c'était pas dur de le faire parler. Mais il avait refusé l'expertise un certain nombre de fois pendant l'instruction. Et donc, on s'était rendu en vain, en prison. Et là, sans doute conseillé par son avocate, il a accepté. Mais il a accepté d'une certaine façon à ses conditions. C'est-à-dire que tout ce qui était trop intime, il n'a pas voulu le dire. Bon, et en même temps, il nous a dit « j'accepte un entretien et pas deux ». Voilà. Donc, on l'a vu, je ne sais plus combien de temps, 2 heures, 3 heures, je ne sais plus, on l'a vu assez longuement, mais bon. Et donc, on a fait avec. On a fait avec. Donc, dans une certaine mesure, il y a des choses qu'il nous a dites et des choses qu'il ne nous a pas dites. Vous parlez d'autres sujets avec lui ? Vous avez parlé de... Mais comme dans n'importe quelle expertise, on fait le tour du bonhomme, si je puis dire. C'est-à-dire votre papa, votre maman, votre enfance, l'école, les copains, le choix du métier, la délinquance, qu'est-ce que vous en étiez, les petites amies, etc. Bon, là, on est quand même devant, si vous voulez, quand on interroge un sujet radicalisé, on sait d'avance quelles seront les réponses aux questions. Parce qu'il y a un côté un peu perroquet. Donc, c'est un système ready-made où on sait d'avance quelles seront les réponses. Bon. On a fait une rencontre avec quelqu'un d'assez ordinaire, et c'est lui qui s'est engagé dans le choix de ce type de criminalité tout à fait atroce. Merci beaucoup, Daniel Zaguri. Merci d'être venu jusqu'à nous pour cette émission, de nous avoir expliqué un peu votre métier, voilà, expert en criminologie, psychiatre. Et vous avez rencontré pas mal de profils assez particuliers. Je rappelle que la série, si vous voulez voir Daniel Zaguri, s'appelle Insoupçonnable. C'est une série qu'on appelle docu-fiction. C'est un mélange du tout avec plein d'archives de l'époque. Vous avez plein de témoins qui vont parler, qui vont expliquer sur l'affaire du grêlé dont on a parlé tout à l'heure. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo. Si vous allez le voir en replay, même sur France.tv, il est dispo, diffusé sur France 2 aussi. Il y a les dates dans la description. Merci à tout le monde d'avoir préparé l'émission, toute l'équipe d'avoir bossé là-dessus. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On vous met 3 émissions par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. Je vous embrasse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.